Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Balado IA Québec par le Conseil de l'innovation du Québec. Aujourd'hui, on reçoit Valentine Godard, avocate, artiste, fondatrice et PDG de Alliance Impact IA. On va adresser 3 sujets vraiment importants: les biais de l'IA, la souveraineté culturelle et notre risque de dépendance aux modèles étrangers, notre pouvoir aussi comme consommateur et comme citoyen, et l'importance de prendre une pause et réfléchir pour adopter une IA qui est réellement éthique et responsable. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Balado IA Québec par le Conseil de l'innovation. Aujourd'hui, on reçoit Valentine Godard, à la fois avocate, artiste et fondatrice, présidente directrice générale de Alliance Impact IA. Bonjour Valentine. Bonjour Anne. Je suis aussi avec Luc. Salut. Bonjour. Bonjour Valentine, je suis content de te retrouver ici. C'est une invétérée du développement responsable de l'IA qu'on a aujourd'hui avec nous. C'est fantastique. Tu es quand même une très, très grande féministe. Moi, j'étais extrêmement contente, heureuse que tu aies accepté l'invitation parce qu'il y a tout le sujet de l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle peut aussi révéler des angles morts de société, des biais. C'est pour ça, en fait, que je voulais absolument avoir un oui de ta part parce que ton parcours est incroyable. J'aimerais ça que tu puisses nous en parler un peu, justement, de ce parcours-là avant qu'on plonge dans le sujet. Parfait. Merci beaucoup d'abord de me recevoir aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir de vous revoir et d'avoir la chance de passer quelques temps à discuter un peu plus en profondeur. On va jaser. On va jaser. On va se dire, on jase. On va jaser. Pour parler un peu de mon parcours, j'ai fondé l'Alliance Impact IA. C'est une OBNL, un organisme sans but lucratif, en 2017. Il y avait beaucoup d'investissements en intelligence artificielle, des développements scientifiques importants en intelligence artificielle, un écosystème qui grandissait au Canada en IA. Et il m'apparaissait extrêmement important d'avoir un œil sur les impacts sociaux, les implications éthiques, juridiques éventuellement. De l'intelligence artificielle. Donc, j'ai fondé... Tu avais vu ça venir de loin, là. Toi, tu étais dans les précurseurs. C'est possible, oui. J'ai fondé la première conférence sur les impacts sociaux de l'IA, IA en mission sociale, qui a tenu 5 éditions annuelles et au cours desquelles on avait des discussions avec autant des experts scientifiques dans le domaine des sciences sociales, dans le domaine de la culture aussi, dans le domaine des arts, et des experts, des startups, des entreprises qui venaient parler de leur parcours. Et ensuite, après avoir eu différents panels de discussion, où est-ce qu'on parlait de l'IA dans le domaine de la santé, l'IA dans le domaine des services publics, l'IA dans le domaine des pêches, de l'agriculture, de l'océan, de différents domaines, on avait des discussions ensemble en petits groupes pour essayer de voir à quoi ça ressemblerait concrètement en termes de politique publique si on mettait cette vision-là à l'œuvre. Donc ça, c'était la conférence IA en mission sociale. Et ensuite, en 2019 aussi, j'ai fait la même chose, mais j'ai tenu des ateliers à travers le Canada qui s'appelaient Art Impact IA, où est-ce que je suis allée rencontrer des centaines d'artistes partout au pays pour expliquer un peu, voici où en est rendu le développement technologique de l'IA, quel impact il pourrait avoir sur vous, sur votre pratique, et quel impact vous voulez-vous avoir sur l'intelligence artificielle et sa gouvernance. Avant même que l'impact commence à se matérialiser. Oui, là. Ça, c'était en 2019. Donc, DALL-E, Midjourney, les outils qu'on connaît, les IA génératives de maintenant, qui ont été lancés en 2022. Nous, on a tenu ces ateliers en 2019. En 2020... C'est incroyable. Merci. Puis, tu sais, moi, je l'apprenais à l'école à ce moment-là. J'étais à Boston. Puis, là, DALL-E, c'était vraiment le tout début. Là, on avait comme une sous-version de DALL-E qui était en train de se structurer. Puis, et on écrivait chat, pizza, etc. Puis, ça ressortait pas du tout de la même façon. Puis là, tu sais, on en riait, mais déjà, comme à Boston, il y avait comme cette essence-là de dire qu'est-ce qu'on est en train de faire avec cette IA-là, puis c'est quoi les résultats? J'ai parlé, Valérie, dans les échanges et les ateliers de la grande réflexion collective là, face à l'IA générative, là, avait alimenté beaucoup la réalisation, non seulement de l'impact sur l'art, mais
l'impact grave sur la capacité des artistes de gagner leur vie par les 1001 métiers secondaires qu'ils exercent dans l'univers culturel. Et ça m'a, moi, beaucoup, beaucoup touché. Oui, puis tu sais, il y a comme tout un fil conducteur avec la présence de Valentine aujourd'hui parce qu'on va toucher le volet art, entrepreneuriat, mais surtout, tu sais, j'aimerais ça qu'on prenne un petit peu de recul pour que tu nous parles un peu de ce que tu as vu venir. T'sais, on pensait tant que l'intelligence artificielle, c'était simple de la rendre responsable. T'sais, une intelligence artificielle responsable, ça ne fait pas de tort, ça l'aide à la démocratie, ça n'a pas d'empreinte sur l'environnement, ça élimine les biais. Mais dans le fond, ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est que c'est en train de mettre en lumière les différentes valeurs, nos biais de société. Donc, explique-nous comment ça se fait qu'on n'est pas rendu à une IA responsable. C'est une grande question assez profonde. Je ne pense pas qu'on va avoir le temps d'y répondre aujourd'hui, mais j'aimerais donner un exemple très concret. Tu parlais justement qu'à Boston, quand on faisait ce qu'on appelait du text-to-image generation, avant les IA génératives, donc on pouvait rentrer quelques mots dans un texte, on avait des images qui sortaient. Moi, je m'amusais avec ces outils-là qui étaient gratuits sur Runway ML. Et puis, il y avait un soir, j'ai mis Femme, beauté, imperfection. Et ça m'a donné une espèce de poire. Elle était très poétique, un peu abstraite, la poire, mais quand même, c'était représentatif peut-être de certains stéréotypes qui sont véhiculés. Puis je me suis dit, je veux creuser pour voir d'où vient la production de cette image-là. Est-ce que c'est dans les données qu'on met dans les systèmes d'IA génératifs ou est-ce que c'est dans comment on entraîne le système? Je ne suis pas arrivée à une réponse très, très exacte. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé une application où est-ce qu'on utilisait, dans le fond, on demandait aux femmes, puis il y a des femmes de plus de 40 pays qui ont participé, pour réannoter les 3 mots et colliger une nouvelle base de données sur lesquels j'ai pu faire d'autres projets qui utilisent les arts pour faire de la littératie algorithmique, par exemple. 2022 arrive, et là, il y a Dali. Je dis, là, je vais faire la même chose. Femme, beauté, imperfection. Mais qu'est-ce que j'ai eu? Une jeune femme blanche avec un bouton. Alors, je me suis dit, là, c'est pour répondre un peu indirectement à votre question, c'est-à-dire, qu'est-ce que... Pourquoi? Moi, j'avais déjà écrit à OpenAI dans le temps que je faisais mon projet avec la poire. J'avais écrit à d'autres organismes, d'institutions de recherche. Aidez-moi maintenant, pendant qu'il est encore temps, à mettre en place des outils qui vont contrer les biais en IA générative. Mais ça a été un silence total, une absence de financement, de soutien. OpenAI a ignoré mes invitations à collaborer, de faire de la recherche. Et donc, on est arrivé en 2022 avec ces résultats-là et tout maintenant, au moins, on a le résultat de pouvoir tous en être conscients. On peut tous aller essayer et voir les différents biais, autant de genre, la sexualisation des femmes. Moi, encore maintenant, si j'utilise les outils de Runway ML, que je mets une jeune femme, une aquarelle d'une jeune femme de 12 ans. Après quelques variations, elle n'a plus de pantalon et puis elle a un sein puis des décolletés alors que c'était une enfant quand je l'intégrais. Donc, tous ces biais-là, pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi, dans le fond, à s'en débarrasser? Moi, je pense qu'on va revenir à une citation de Amartya Sen. Amartya Sen, c'est un prix Nobel de l'économie, c'est un philosophe. Il disait... Le montant de bienfaits qu'on va être capable d'extraire d'une nouvelle technologie, ça dépend des systèmes politiques dans lesquels ils sont déployés et des modèles d'investissement dans lesquels ils sont déployés. Donc, il faut vraiment faire des choix tout au long de ce qu'on appelle une espèce de pipeline socio-technique de l'IA, à partir du moment où on collige des données, comment on les traite, quelles start-up, quelles entreprises sont financées pour faire quel type de projet, et ensuite, évidemment, la réglementation. On peut parler un peu du projet de loi C-27 qui, malheureusement, est mort au feuilleton à cause des élections. Au niveau fédéral canadien d'encadrement de l'IA qui n'a pas survécu à la fin du gouvernement. On espère qu'on va repartir dans le sens de la réglementation. En Europe, il y a la loi sur l'IA qui a été adoptée. Ben oui, même si le projet de loi canadien était comme probablement le premier qui était proposé. On est encore... il y a eu beaucoup d'autres projets de loi qui ont été adoptés depuis, dont celui européen. Oui, en effet. Puis dis-moi, Valentine, là, on a parlé des différents biais. On est en train de
de justement mettre un miroir à notre société. Puis je pense que plus on en est conscient, plus on est capable de pallier à ces différents biais. Parce que, tu sais, la nourriture première de l'intelligence artificielle, les algorithmes, c'est la donnée. Donc, j'imagine qu'il y a quelque chose à faire comme entrepreneur, dirigeant, pour, de un, être conscient, mais c'est quoi le geste qu'ils peuvent faire pour dire, ah, bien, j'ai conscience qu'il y a des biais, mais maintenant quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Premièrement, il y a une étude de Bloomberg qui est sortie qui a démontré que les outils d'IA générative ne font pas que refléter les biais d'une société et les données qu'on collige, mais au contraire rendent pire les biais qui sont générés à travers des images et des textes. Donc, oui, il y a une grande responsabilité de la part tant des gouvernements que des entreprises. Au niveau de qu'est-ce qu'une entreprise peut faire présentement? Bon, j'essaie de m'imaginer, admettons, dans le domaine des industries créatives, on sait que l'économie créative est le secteur de l'économie qui croît le plus rapidement partout dans le monde. Donc, on va peut-être choisir ce secteur-là. Et si, admettons, j'imagine, bon, je fais du marketing, une entreprise en marketing, en communication, et puis je veux utiliser les IA génératives. Premièrement, en être conscient, filtrer, faire attention aux là, il va falloir arrêter puis parler un peu de propriété intellectuelle aussi. On va en parler. Mais là, on va parler des biais tout d'abord. Donc, quand on utilise ces outils-là, de faire attention aux biais qui sont sortis. Ce que je trouve qui serait peut-être plus intéressant, puis une solution vraiment beaucoup plus concrète qui va à la base, c'est de développer des plus petits modèles de langage fondationnels. Maintenant, nos modèles de langage, c'est des modèles américains. On peut parler des IA génératives. IA génératives, il faut se rappeler qu'on parle d'à peu près 4 grosses compagnies américaines. On a peut-être un modèle français. Il y a quelques modèles ouverts. Mais en général, on parle de quelques entreprises américaines ou chinoises. On est au Canada. On espère que Coher, l'entreprise canadienne, va percer, mais pas très, très développée encore. Oui, et c'est beaucoup moins accessible au public. Donc, pendant ce temps-là, c'est qui collige les données à toutes les fois que je demande à ChatGPT de me faire un sommaire ou une traduction? Je suis en train d'envoyer des informations et des données à une compagnie américaine. Donc, si on veut parler de responsabilité pour l'élimination des biais, il faut reculer plusieurs Donc, étapes. faire des modèles plus petits. Oui. C'est là que tu nous amenais? Oui, un modèle plus petit, souverain, Canada, et ensuite bâtir ce qu'on appelle des Retrieval Augmented Generation System. On appelle ça des RAG. En français, on peut traduire ça comme un modèle de retrait d'informations augmenté. Je me pose la question. Mais oui, mais les RAG, c'est vraiment important dans un contexte d'une entreprise qui peut s'en créer, des petits modèles génératifs comme ça. Puis, mais là, tu parles pour contrer les biais, donc l'entreprise peut se les faire, puis des nations peuvent se les faire. C'est comme si on créait notre propre base de données avec des données qui sont responsables, qui sont souveraines, qui sont dans lesquelles on choisit. Donc, en toute conscience. Mais sans biais. Sans biais. Et sans biais. Oui. Et ce qui est en train d'émerger au Québec aussi, qui est très, très intéressant, comme justement aussi, on parlait tantôt de redistribution des bénéfices envers les artistes, envers les entrepreneurs, envers la société, on voit émerger de plus en plus de systèmes de fiducie de données. On a au Québec une fiducie de données culturelle, Culturepédia. Il y a notre Bibliothèque nationale qui est présentement en train de faire une étude de faisabilité. Moi, j'en ai fait une en Gaspésie pour le secteur des pêches. Donc, ça, c'était très intéressant de voir comment est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre une fiducie de données spécialisée. Qui est spécialisée dans les données de pêche et comment on peut s'assurer que cette fiducie-là ait des modèles d'affaires qui bénéficient pas seulement aux pêcheurs qui ont contribué aux données, mais à tout l'écosystème de la société côtière. Donc, on arrive non seulement à prévenir, en fait, à encadrer les enjeux des biais parce qu'on a alimenté à la base correctement, mais en plus, on peut contribuer au développement d'un secteur qui se le donne. Oui. Puis, tu sais, tu es venu rassurer à la fois. Tu sais, je pense que c'est rassurant de savoir qu'il y a des façons de faire, puis qu'on n'est pas nécessairement à la merci non plus des géants. Tu sais, je pense que ce qui s'est passé avec l'IA générative, c'est que tout d'un coup, OpenAI a créé cette démocratisation-là et les gens se sont dit, c'est la seule porte d'entrée pour que je puisse utiliser l'IA.
moi, ce que je dis aux gens, c'est oui, c'est correct de s'accélérer tout d'un coup dans ses connaissances, c'est apprendre à faire de la didactique, apprendre à faire de l'ingénierie des prompts, mais au même moment, il faut se solidifier comme nation. Puis là, toi, tu viens d'amener le fait que oui, c'est possible avec des modèles plus petits, proportionnels à ce que tu as besoin de faire. Et en plus, tu nous donnes un exemple d'une industrie Qui l'a fait, qui pourrait le faire, qui pourrait le faire. Donc, c'est Anne, pas parce que tu n'es pas dans une grande entreprise que c'est pas accessible pour toi. Donc, Je reviens à ta question, Oui. Anne. Juste me mettre encore dans la peau de notre audience, là, une dirigeante de PME qui a mille et une choses à faire. Peut-être qu'elle a de dire, bon, ben, fais ton RAG, c'est peut-être Oui. trop. Là. Y a-t-il d'autres façons d'encadrer en utilisant des outils grand public aujourd'hui ou mis à leur disposition de se protéger des billets ou de les éviter ou des actions à prendre que tu recommanderais aux dirigeants? Je pense que je pense qu'il faut prendre le temps. Puis je pense que peut-être que chaque dirigeant en soi d'une PME qui est déjà en train, mettons, je pense l'exemple en transformation de poissons, qui est en train, dans le moment, là, d'aller recruter les pêcheurs, trouver des travailleuses qui vont faire la transformation. On est dans le jus, on n'a pas le temps. Par contre, quand on a des consortiums, des coopératives, des groupes de travail, l'Alliance Impact, c'est le genre de travail qu'on fait. On peut aider les entreprises à mettre sur pied, à aller chercher l'équipe nécessaire pour être capable de développer, tant au niveau juridique qu'au niveau technique, des outils qui vont protéger la souveraineté des données. Je pense que c'est une question vraiment de sécurité nationale. En fait, l'entreprise avec laquelle je travaille présentement et la ville en Haute-Gaspésie, on touche à un secteur qui est vraiment névralgique. Je ne peux pas en parler tout de suite parce que c'est encore confidentiel, mais on touche à un secteur névralgique avec des enjeux géopolitiques importants. De prendre le temps de mettre sur pied des fiducies de données et des RAG qui sont protégés juridiquement et qui redonnent à l'économie canadienne, c'est pas un luxe, c'est une obligation. Il y a un papier une publication qui vient juste de sortir de Yoshua Bengio, où est-ce qu'il dit « Prenez un recul par rapport aux... » Parce que maintenant, on a eu les IA génératives. Oui. Ensuite, maintenant, on a les agents d'IA ou les IA agentiques. Oui, exact. Le pause. C'est vraiment, vraiment le temps de prendre une pause parce que nos agents d'IA, c'est des compagnies américaines ou chinoises. Il faut prendre le temps de réfléchir puis de se dire, oui, je sais que le petit outil qui est accessible demain matin pour améliorer ma productivité, on l'a vu, l'utilisation de ChatGPT en entreprise au Québec, on sait que ça améliore la productivité, mais c'est un investissement à court terme. À long terme, moyen terme, ça peut provoquer une crise économique au Canada parce qu'on s'en va dans une économie numérique. C'est nos données qui ont de valeur. Si on la donne aux États-Unis, on perd non seulement du pouvoir économique, mais on perd du pouvoir politique. On voit ce qui se passe aux États-Unis. La même chose peut arriver ici. On est très, très, très à risque. Donc, que les entreprises prennent le temps de faire des demandes de financement auprès du MEI, le programme d'innovation sociale, la date limite, c'est le 31 mai, oui, de créer un consortium. Nouveau programme de financement d'innovation sociale. Vos projets sont attendus. Ce que tu amènes est vraiment important parce que parfois, lorsqu'on parle d'éthique, on se fait souvent reprocher de ralentir le progrès. Puis dans le fond, ce que tu nous ramènes en lumière, puis je pense que c'est d'une belle façon aussi, c'est, oui, c'est correct d'accueillir le progrès. On a quand même des pas à faire comme société pour augmenter en littératie, en intelligence artificielle, en numérique. Mais il ne faut pas mettre de côté le volet sécurité parce que de toute façon, ça va venir nous rattraper. Et nous, on a eu la chance d'avoir Steve Waterhouse aussi. Elle nous amène d'un point de vue très économique sur la souveraineté économique, souveraineté politique. C'est fondamental. Puis, toi, Steve Waterhouse en cybersécurité, qui était un autre de nos invités. Oui, tu allais mentionner un petit peu ces justement, avertissements. il nous donnait des trucs pour faire des petits pas dans la bonne direction, pour avoir une bonne cyber-hygiène qu'il mentionnait. Donc, je pense qu'il y a des petits pas comme individu qu'on peut faire pour mieux être conscient de la donnée qu'on partage. Puis toi aussi, tu l'amènes parce que
Tu sais, toi, tu adresses beaucoup le volet art et culture aussi, mais il y a comme tout un volet entrepreneuriat. Donc, autant tu nous parles de l'éthique, la sécurité, mais autant toi, tu as une firme entrepreneuriale. Donc, comment tu arrives à concilier les deux? Parce que dans les deux cas, il y en a un qui semble ralentir le progrès, puis l'autre, on dirait qu'il est justement qui est propulsé, le moteur, c'est l'accélération. Donc, parle-nous un petit peu de ces deux personnalités-là qui font en sorte que tu es la preuve vivante que c'est correct de ralentir pour penser à la sécurité puis l'éthique, mais c'est correct aussi de continuer à avoir des ambitions comme entrepreneur. Je pense qu'on peut tout à fait adopter de façon responsable. Je pense que c'est ce que je fais la promotion depuis 2017 et que en fait, quand on adopte de façon une nouvelle technologie de façon responsable, on a plus de chances que ce développement-là soit durable, qui ne nous mène pas vers des bris dans les tissus sociaux, par exemple, parce que il y a beaucoup d'études qui démontrent, je vais donner un exemple, le Fonds monétaire international, l'Organisme international du travail, la CTIC ici au Canada, plusieurs études démontrent que les plus grands perdants de l'économie numérique sont les femmes et les régions. Et ça, c'est partout dans le monde. Je pense que les femmes, le lien entre le rôle des femmes dans une société et leur égalité d'opportunités, leur accès au travail, leur capacité d'avoir un gagne-pain est essentielle dans une démocratie et la corrélation entre démocratie et droits des femmes est déjà établie. Donc, c'est là que j'arrive peut-être avec l'éthique, avec le rôle des arts en société, parce que dans le fond, c'est la base de la démocratie. Si on a beaucoup d'inégalités sociales, on va avoir une société qui brise. On va aussi avoir pas beaucoup de confiance envers les nouveaux outils de technologie. Donc, peut-être que le travail que je fais quand je m'en vais dans le domaine des arts de la culture, hormis le fait que je peux mettre mon chapeau d'artiste, mais c'est aussi de comprendre le rôle des arts, tout comme le rôle des médias indépendants le sont dans une démocratie. Et sans démocratie, il n'y a pas d'économie. Donc, je pense que c'est peut-être là le lien entre l'art et le droit, dans le sens que... puis peut-être l'autre chose que j'ajouterais, c'est que le droit, c'est un outil qu'on a créé pour mettre des règles de fonctionnement en société. C'est aussi un outil qu'on peut mettre en place pour s'assurer qu'il y ait qu'une nouvelle technologie, un nouvel outil soit bien utilisé dans une société. On dirige, on modèle un peu où seront déployés les profits liés à cette nouvelle technologie-là. Tu sais, je vais revenir vers il y a comme un lien avec le rôle des femmes, puis souvent, moi, je mentionne arrêter d'engager les femmes uniquement pour leur qualité interpersonnelle. Tu sais, je pense qu'on est forte en technique, que ce soit technique informatique, technologie de l'information, droit. Donc, tu sais, je pense qu'on a une place autour des différentes tables. Puis dans la culture d'innovation, les meilleurs endroits qui ont réussi leur culture d'innovation, ce sont les mêmes endroits qui ont réussi leur adoption d'intelligence artificielle. Ça vient d'une étude qui a été faite par le Conseil d'innovation. Il y a comme une recette. Bizarrement, lorsqu'on dissèque un peu ces différents endroits-là, on remarque qu'ils ont nommé une personne officielle pour s'occuper de l'innovation ou de l'intelligence artificielle. Ils ont créé un bon bac à sable pour dire, hey, quand il y a nouvelle technologie, une nouvelle idée, bien, vite, on est capable de la tester pour voir les tenants aboutissants, les bonnes pratiques ou les moins bonnes pratiques. Et l'autre volet qui a l'air complètement coquet, puis surtout, ça vient d'une fille ethnicisée, là, donc je veux juste mentionner que c'est vraiment pas parce que je suis issue de la diversité que je le dis, mais dans les études, c'est montré que quand tu as une bonne politique implantée, équité, diversité, inclusion, tu réussis mieux à innover. Oui. Tu réussis mieux ton adoption d'intelligence artificielle. J'ai vraiment l'impression... Ils font plus d'argent aussi. Ils font plus d'argent parce qu'il y a des gens qui ont mis en place des politiques puis se sont arrêtés à « j'ai fait une toilette mixte ». Je fais « oh non, vous avez vraiment pas fini avec votre politique de DI ». Puis ce que tu amènes, si je fais le lien avec ce que tu fais, c'est il y a les femmes, il y a les gens diverses qu'on doit mettre autour de la table. Puis ça aussi, ce sont les phares nécessaires pour dire est-ce qu'un résultat en intelligence artificielle est vraiment utilisable? Où ça va
exagérer un peu un écart dans la société. Puis je pense que ça, c'est un pas de départ aussi pour les entreprises, de dire, est-ce que j'ai une bonne politique en place? Est-ce que j'ai compris à quoi ça sert, cette politique-là, EDI? Bien oui, parce que ça sert à mettre les bonnes personnes autour de la table, autant dans le développement que l'utilisation. Puis, tu sais, je pense que le point que tu amènes est tellement important parce qu'en entrepreneuriat, on a l'impression que ça va super vite, mais toi, tu nous ramènes vers, ben allez pas si vite que ça, parce que de toute façon, ce ne sera pas durable, ce que vous allez faire. Mais je trouve ça vraiment très intéressant, puis merci de soulever le point des politiques publiques, pas des politiques publiques, des politiques en entreprise, de gouvernance de l'IA, parce que ça, c'est un besoin urgent. Quand je parle avec les entreprises, la majorité, les différentes études démontrent que il n'y a pas de politique en place maintenant pour gérer l'utilisation de ChatGPT par leurs employés. Une entreprise minière qui touche à des enjeux, par exemple, géopolitiques, qui n'a pas de politique en place, ou est-ce que n'importe quel employé va mettre un sommaire de n'importe quelle lettre à faire dans ChatGPT, c'est risqué. Des entreprises de génie, c'est très difficile. J'ai travaillé avec quelques entreprises pour essayer de voir s'il y avait même un intérêt parmi les hauts dirigeants d'une entreprise internationale en génie. Et aux États-Unis, c'est comme non, laissez-nous faire. Je suis ingénieur, vous n'allez pas mettre de politique d'utilisation de l'IA en place. En France, en Europe, leur entreprise, oui, nous, on veut. Au Canada, oui, on veut. Aux États-Unis, ils ne voulaient pas. Donc, tu sais, comment est-ce qu'on va faire au niveau international pour que nos entreprises ici soient capables de mettre en place des politiques d'IA qui s'alignent? Là, ça nous ramène à la loi. Donc, on peut regarder la loi européenne. C'est intéressant que tu amènes ça justement en disant, il y a la loi, il y a ce que le gouvernement peut faire, mais les entreprises doivent se doter d'un cadre de responsabilité et un schéma de référence pour utiliser ces outils-là. Puis si je peux me permettre, le rôle des arts, là, en fait, en termes d'outils de prospective, il est très intéressant. Nous, ça nous ferait plaisir d'aller en entreprise. Minier au domaine artistique, là, je t'écoute, tu as toute mon attention. Mais en fait, c'est parce que moi, ce que je réalise, c'est que le sujet de l'IA, le sujet de l'IA et de l'art est très polarisé. Ça fait ressortir beaucoup d'émotions chez les gens. Donc, d'aller en entreprise puis de dire qu'il faut mettre en place une politique d'utilisation, c'est quelque chose qui peut être très stressant pour beaucoup d'employés. Moi, j'ai entendu qu'au gouvernement du Québec, il y a beaucoup d'employés au Canada aussi qui sont extrêmement stressés et qui se sentent obligés d'adopter certains outils qui ne sont pas à l'aise. Donc, l'utilisation des arts comme outil d'engagement, de réflexion, un atelier créatif où est-ce qu'on peut imaginer l'avenir, imaginer notre avenir, se sentir écouté, mieux écouté. Comprendre l'impact aussi, comprendre ça devient l'impact. concret. Ça devient concret. Tu sais, c'est vague aussi. C'est émotif, c'est vague, puis on n'a pas l'impression d'avoir de pouvoir dessus. Donc, d'utiliser tu sais, le théâtre ou tu sais, la création d'images ou... je pense que ça peut aider les employés à réfléchir avec beaucoup plus d'harmonie. C'est comme un outil médiateur, dans le fond, qui peut aider les entreprises à mettre en place des politiques. Oui, une prise de conscience, puis utiliser l'IA pour pouvoir avoir ces discussions qui peuvent avoir l'air un peu lourdes, drames, si je peux me permettre. Mais c'est vrai que là, on est en été 2025. Été 2025, il y a eu un mois qui a passé. OpenAI avait créé une nouvelle version de ChatGPT à travers lequel tout d'un coup, tout le monde s'était fait des photos de profil sur LinkedIn inspirées du studio Ghibli. Donc, tout le monde était un peu des Japonais. Mais tu vois où est-ce que tu as extrêmement raison, comme d'habitude, mais tu as extrêmement raison, c'est que cette pièce maîtresse-là a permis d'ouvrir la grande discussion nécessaire sur les droits d'auteur. Sans quoi c'était extrêmement difficile de parler des droits d'auteur sans que les gens roulent des yeux. Bon, encore les artistes qui parlent de leurs droits d'auteur. Mais là, toi, tu l'amènes à un autre niveau. C'est que même les entreprises moyennes, petite taille, peuvent utiliser l'art pour discuter avec leurs employés en disant, bien, cette pièce-là que vous voyez a été créée par l'IA. Qu'est-ce que vous en pensez? À qui elle appartient? Tout d'un coup, comme tu dis, c'est un outil de... Est-ce que vous voyez des biais? Est-ce que c'est vraiment ça que vous essayez d'exprimer? Quels droits sont enfreints quand on déploie cette image-là? Donc, tu sais, ça génère des conversations qui sont vraiment fondamentales, importantes. Et
et comme tu dis, pas juste pour le secteur des arts et de la culture, mais pour toutes les industries. La propriété intellectuelle, ça a été développé d'abord et avant tout pour l'industrie. Il n'y a pas beaucoup d'artistes, en fait, qui vont en cours pour se battre pour leurs droits d'auteur. Il y a beaucoup plus d'entreprises informatiques qui vont le faire. Je suis intéressée à savoir, toi, Valentine, qui est très connaissante, justement, tu connais assez bien les risques. Moi, je dis tout le temps, les gens qui connaissent assez bien les risques, c'est les meilleurs utilisateurs des technologies. Toi, tu l'utilises comment, l'IA générative? Moi, honnêtement, j'ai mis ma propre pause dans le sens que, comme artiste, je m'en sers plus du tout. Je trouve ça extrêmement malaisant d'essayer de mettre des images de jeunes filles qu'elles se retrouvent nues, de mettre des images d'aquarelles que moi, je fais d'une amie qui a la peau noire puis qu'elle ressorte blanchie, que la diversité soit complètement effacée dans n'importe quelle vidéo, image que j'essaie de générer. Donc, comme artiste, je n'ai pas envie de m'en servir. C'est même une forme de violence, en fait. Puis quand on dit aux gens, ben tu sais, testez-le, essayez-le, puis qu'on le sait d'avance qu'ils vont avoir ça comme effet, je pense aux professeurs dans les écoles, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être obligés de faire un tri avant de les utiliser. Mais je les teste, je les teste tous. J'ai un abonnement à Runway, j'ai eu un abonnement pendant longtemps à Perplexity, que j'aimais beaucoup, que j'ai cancellé parce qu'ils ont installé comme modèle fondationnel à choisir DeepSeek. Alors, j'imagine que vous avez déjà parlé de DeepSeek peut-être dans une de vos autres épisodes, mais d'imposer l'utilisation d'un modèle sans le consentement de l'utilisateur. Moi, j'ai écrit à la direction des affaires juridiques chez Perplexity. Ils ont refusé de me répondre, puis ils continuent de le faire. Donc, j'ai cancellé mon abonnement. J'ai un abonnement à ChatGPT Pro. Je mets ma mémoire à off parce que non, j'ai pas envie. Il y a des gens qui me disent « Ah, c'est le fun, il se rappelle de tout ce que j'ai dit, il connaît ma personnalité. » Oui, Microsoft connaît ta personnalité. Il faut comprendre que c'est des outils à usage double et que les entreprises technologiques, les géants du numérique, répondent à des appels du département de la Défense des États-Unis. Encore une fois, c'est Trump qui est au pouvoir. Ça nous fait peur de savoir que son département des Défenses aurait accès à connaître toutes nos personnalités, puis nos opinions politiques, puis nos opinions sociales, notre état de santé, notre état de vulnérabilité. Moi, je trouve ça extrêmement inquiétant. Donc, quand je me sers de ChatGPT, je m'assure qu'évidemment que la mémoire est à off. Les bénéfices, mais j'aimerais vraiment ça qu'on parle de souveraineté numérique, puis la prochaine intervention qu'on va faire au quartier des spectacles à Montréal, ça a été créé par l'ATSA. Oui, je serai avec toi d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Exact. Mais qu'est-ce que c'est? On va en parler, on va parler. Donc, je veux juste rappeler que c'est vrai que c'est pratique, c'est vrai que c'est utile. Il faudrait juste avoir un modèle canadien ou au moins un modèle qui est développé avec des partenaires qui respectent les lois internationales et les fondements de la démocratie qui respectent nos valeurs. Et ça, tu l'as pas encore aujourd'hui, là. On ne l'a pas encore aujourd'hui. Donc, je fais très attention aux informations que j'utilise, puis j'essaie de modérer, d'utiliser d'autres outils parce qu'effectivement, ce serait pratique. On peut parler de ATSA. Donc, ça, c'est un organisme, un OBNL qui fait de l'art social, des interventions à travers les arts sur des sujets donc du théâtre documentaire, si on peut dire. Et puis, il va y avoir des événements publics du 23 au 25 mai au quartier des spectacles, l'Esplanade Tranquille, mais il y a aussi des ateliers. Et l'organisme s'appelle ATSA. Comment ça s'appelle? Oui, ATSA. Et là, je ne me rappelle pas de l'acronyme exactement qu'est-ce que c'est, mais si vous regardez ATSA en Irois, vous allez le trouver. Et il y a un atelier sur la souveraineté numérique que je vais animer parce que je pense que c'est le temps de définir qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'on part encore là, il y a le système info nuagique, les contrats dans le Nord qui ont été vendus à Starlink, on ne peut pas les résilier du jour au lendemain. Donc, nos données, maintenant, Starlink donne de l'Internet à des régions névralgiques dans le nord du Québec, dans le nord du Canada, et on ne peut pas résilier ces ententes-là avec Starlink. Musk, on peut parler beaucoup de ses autos et de ses Cybertrucks, puis rire de ça, mais il vend ses outils partout dans le monde. Il peut fermer l'Internet comme ça sur on ne s'en rend pas compte.
Notre oublie. dépendance. Oui, puis au Québec, c'est Bell Canada qui a vendu, qui était responsable de vendre des contrats. C'est des contrats individuels. Et c'est pas le gouvernement qui peut dire on ferme ça demain matin, on fait plus affaire avec Musk. Donc, en parlant de là, notre système info-nuagique, même si les données sont logées ici au Canada, les États-Unis, pour une raison de sécurité nationale, peuvent exiger l'accès aux données canadiennes. La Chine aussi. Donc, qu'on se sert de DeepSeek ou qu'on se serve d'un système info-nuagique américain, ça ne change pas grand-chose. Mais si tu peux me permettre, si je décortique un petit peu pour l'entrepreneur là, qui peut dire, OK, bien, est-ce que j'arrête? Est-ce que je commence? Qu'est-ce que je fais? Là, je me mets dans la peau de l'entrepreneur. Là, je pense... elle est où il est paniqué. Ben là, oui, mais je me dis quand même qu'un des éléments importants relevés par Valentine, c'est que oui, il y a comme une prise de conscience, mais elle continue quand même son exploration. Elle continue quand même à s'intéresser, à être comme curieuse. Valérie, puis, tu nous le dis, c'est très utile. Il y a, oui. ça peut être appliqué à toutes sortes de situations au quotidien, mais il y a tous ces enjeux-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Mais il y a quand même une visibilité maintenant. Tu sais, si on pense à Hugging Face, qui ont créé quand même une grande communauté, 2 600 000 développeurs en IA et utilisateurs d'IA. À chaque fois qu'il y a un modèle qui sort, on peut aller sur le site et très rapidement, là, il y a des gens qui ont testé... Son impact environnemental. Oui, notamment là, environnemental, mais à chaque fois qu'un nouveau modèle sort, bien, il y a des gens qui testent. Est-ce que ce modèle-là, il est bon en mathématiques? Est-ce que ce modèle-là, il est bon en créativité? Oui, ils ont rajouté l'impact environnemental. Ils ont rajouté aussi volet droit d'auteur, volet confidentialité de la donnée. Donc, si tu ne sais pas ça donne un par peu où... l'étiquette, comme quand on achète des aliments à l'épicerie, qu'est-ce qu'il y a dedans? Puis là, il y a comme c'est le début de communauté quelque chose. qui nous informe. Quand tu ne sais pas par où commencer, puis justement, tu te sens paralysé, parfois, découvrir des communautés qui sont capables d'identifier rapidement ce que ça fait pas, c'est quoi les limites qui ont dépassé. Ça, je trouve ça intéressant parce que justement, ça te défait un peu de cette paralysie. Tu sais. Puis oui, effectivement, moi aussi, de mon côté, je me suis désabonnée de Perplexity pour plusieurs raisons de valeur et d'éthique aussi. J'aimais par contre ce que Perplexity m'a appris dans le processus. C'est que Perplexity, c'était quand même le premier qui sortait des références. Et tout d'un coup, on s'est rappelé qu'il fallait regarder ces références. Donc ça, c'est comme une nouvelle habitude. On dit, peu importe quel modèle d'IA, s'il vous plaît, allez regarder vos références. Arrêtez de prendre ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour moi, malgré tout, il y a comme une leçon apprise à chaque test de curiosité qu'on peut avoir. Puis je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est... faut pas être figé, il faut continuer à être curieux, dans le fond. Oui, il faut absolument continuer d'être curieux, de se poser des questions. Le projet sur lequel je travaille présentement, mais c'est ça, c'est de répondre aux besoins les plus urgents, mettre une politique en place sur l'utilisation de ChatGPT ou autre outil. Ça, c'est le plus urgent. Donc là, tu vas proposer des modèles, tu vas élaborer des références là-dessus pour aider les entreprises à faire ça? Oui, mais je vais travailler comme particulièrement avec les entreprises qui m'appellent directement parce que je pense que chaque entreprise va peut-être avoir besoin de son propre modèle, dépendamment de la région, de leur domaine de travail, de leur type d'utilisation, leur façon d'apprendre aussi. Il faut s'adapter aux différentes façons d'apprendre puis de se questionner. Il faut rester curieux, il faut utiliser, il faut tester, il faut s'informer. D'avoir quelqu'un en place à l'intérieur de l'entreprise qui est responsable puis qu'on écoute. Moi, j'aime ça parce que si les gens nous écoutent juste à l'audio, là, juste sachez que Valentine, elle s'est vraiment penchée pour dire et qu'on écoute parce que je pense que c'est un point hyper essentiel. Oui, on peut mettre en place la personne en DEI et puis on l'écoute jamais. C'est un peu la même chose avec l'éthique de l'IA. Hein? On nomme quelqu'un puis c'est comme, OK, tu fais ça bénévole dans tes heures le jeudi soir et puis on t'écoute pas trop. Donc, non, c'est ça. Mais cette personne-là, c'est quelqu'un qui pilotait une des entreprises dont je parlais tout à l'heure, qui m'avait contacté. L'idée, c'était de faire une rencontre aux 2 semaines pour juste discuter des différents enjeux qui inquiétaient les employés, juste pour laisser la soupape ressortir, pour conserver une curiosité prudente, dans le fond, une curiosité responsable. Parce que oui, c'est en utilisant, c'est en testant qu'on apprend. Oui. Faut juste pas que ça soit nécessairement une excuse pour adopter aveuglement des outils américains. Je voulais revenir juste rapidement. Oui. Tantôt, tu avais mentionné les capacités, je me rappelle pas comment tu avais dit ça, que les femmes, on était bonnes en capacité interpersonnelle. Oui. Il y a une étude super intéressante qui est sortie de l'Institut du Québec, qui est basée dans le fond à l'Université de Montréal,
qui parlait de l'avenir du travail, de l'impact de l'automatisation puis de l'IA sur l'avenir du travail. Et une des qualités qui n'est pas remplaçable, c'est justement cette capacité-là. Donc, les travailleuses en garderie, les enseignantes, ce n'est pas quelque chose qu'on est capable d'automatiser. Il ne faudrait pas. Puis, je trouve qu'au contraire, c'est quand j'ai regardé les secteurs qui étaient touchés, c'est souvent des secteurs qui sont sous-payés, sous-valorisés. Alors, je me suis dit, ça, c'est quand même intéressant que c'est quelque chose que nos machines ne peuvent pas faire. Puis quand on veut améliorer l'efficacité, mettons, d'un gouvernement en adoptant l'IA, faisons attention à qu'est-ce qu'on décide d'automatiser puis de remplacer. Parce que des fois, c'est pas pertinent du tout. Là. C'est sûr et certain. Puis, tu sais, mon garçon est encore à la garderie. Puis, je voudrais vraiment pas que ce soit un robot ou un algorithme là, qui fait en sorte de détecter son attention. Mais vraiment, la nuance que tu amènes... Mais il y en a un déployé maintenant par le ministère de l'Éducation du Québec sur... la prédiction du décrochage scolaire. Nous, on a fait des interventions avec Ève Gaumont et puis une citoyenne auprès du protecteur du citoyen. Puis maintenant, on va faire la prochaine étape d'intervention auprès de la Commission d'accès à l'information. Mais il y a des... Comme outil pour aider les enseignants puis le milieu de l'éducation à mieux... Ah non, s'il y a des enjeux, ça ne peut pas aider à prévenir le décrochage quand... Je pense que la plupart des professeurs de maternelle, les enseignantes, n'ont pas besoin d'un outil d'IA pour savoir qu'un enfant a besoin d'aide. C'est plutôt le financement, les classes sont trop pleines, l'accès aux outils, l'accès aux orthopédagogues qui fait en sorte qu'on est capable de prévenir le décrochage scolaire. Et donc, dans cette situation-là, on peut parler de la pertinence ou non de l'outil, mais c'était pas ça que je voulais soulever. Je voulais plus parler du déploiement responsable. Le ministère de la cybersécurité et du numérique ont mis en place un département d'IA responsable avec Sarah Gagnon, justement, à Turcotte. Donc, ça, c'est un département qui a mis en place. On peut rentrer ou pas dans les détails sur cette liste d'épiceries qui a été mise pour savoir si ça, c'est un déploiement responsable ou pas de l'IA. Mais le ministère de l'Éducation n'a pas demandé et suivi, dans le fond, l'évaluation de risque qui est recommandée par le ministère de la cybersécurité et du numérique. Ils n'ont même pas fait l'évaluation de risque par rapport à la vie privée au ministère de l'Éducation du Québec. Donc là, on a un outil, justement, où est-ce qu'on se dit, est-ce que c'est premièrement pertinent ou pas? Est-ce qu'on en a vraiment besoin ou c'est juste une mauvaise allocation de budget? Deuxièmement, les procédures au ministère de l'Éducation n'ont pas été suivies. Et troisièmement, les procédures de référence auprès du ministère de la cybersécurité et du numérique n'ont pas été suivies non plus pour faire l'évaluation des risques en IA responsable. Pendant ce temps-là, on a un nouveau ministre des Chaînes qui dit... Nous, on veut tout centraliser, les données, nos ressources de données en un endroit. Je pense qu'il faut vraiment s'attarder justement aux procédures qui sont mises en place puis si c'est respecté ou pas, pour s'assurer que ça ne devienne pas une espèce de casse-tête à l'intérieur du gouvernement québécois, canadien, d'utilisation partielle ici et là. J'imagine, je me remets dans la peau des entrepreneurs. Là, le gouvernement va se démêler. Nous, comment est-ce qu'on peut se prendre en main? Je reviens à cette belle idée d'avoir des politiques et des règles parce que, comme dirigeants, dirigeantes, c'est toutes les mêmes questions qui se posent. Oui. Puis, tu sais, c'est ce que j'aime beaucoup au micro du balado IA Québec, c'est que, tu sais, les gens pensent qu'on est en IA, on est en innovation. Donc, notre écosystème, c'est que des techno-enthousiastes. Puis là, au contraire, là, ici, on est avec Valentine qui a un regard vraiment avec beaucoup de clarté que tu amènes. Puis, tu sais, au fil des balados, mais les gens adressent la créativité de façon différente. Tu sais, parfois, ils l'utilisent comme un outil, mais là, on est en train de montrer qu'on n'est pas entouré dans notre écosystème que des gens qui sont hyper enthousiastes, aveugles de ce que peut amener la technologie. Puis, tu sais, merci de nous amener vers ce chemin-là. Puis, je pense que c'est super important de pouvoir compter. L'écosystème IA Québec peut compter sur une panoplie d'opinions puis d'argumentaires. De cette panoplie-là, je la vois souvent à l'œuvre, Valérie, c'est fascinant. C'est Valentine, hein? Oui. Pardon. Excuse-moi. Alors, oui, Valentine, je vois souvent cette diversité-là à l'œuvre et c'est souvent il y a des experts aguerris sur les technologies
Et là, tu as des contreparties qui sont toujours des personnes très intéressées, mais qui sont les deux pieds dans le cambouis avec, sur le terrain, des problèmes très concrets et qui ne comprennent pas la technologie, mais sont toujours intéressés. Donc, il y a ce dialogue-là des experts. Essentiel. Et là, Valentine amène une dimension additionnelle qui est de se dire, ben, il y a la technologie, mais il y a toutes les autres considérations de billets, de localisation de l'information, du déploiement correct selon des cadres qui nous permettent de se dire, est-ce qu'on fait ça comme il faut? C'est vraiment ça, un beau trio. Puis, tu sais, moi, j'ai une grande question, puis elle est tellement importante que je vais te la lire. Parce que d'habitude, tu sais, on le fait très naturel, mais je veux vraiment pas manquer cette question parce qu'elle est super importante. Tu sais, tu parles souvent, justement, de technopolitique. Tu parles souvent de souveraineté culturelle. Puis dans un monde où il y a beaucoup de récits qui sont façonnés par des grands pôles économiques, puis tu en as parlé, qu'est-ce que nous, comme citoyens, comme aimants de l'art, de la culture, d'entrepreneuriat, tu sais, on sent parfois notre voix, elle est toute petite. Comment est-ce qu'on peut unir nos voix ou utiliser notre voix pour rééquilibrer le pouvoir de façon concrète, là? Un entrepreneur ou un citoyen qui écoute notre balado, je viens d'écouter Valentine, j'ai un geste à faire, là. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il est en Gaspésie et puis il nous écoute, là. C'est un beau lieu pour Valentine, en plus, la Gaspésie. Oui, c'est là. ça. Oui, moi, j'ai grandi au Capucin, un petit village à côté de Capcha, donc je connais bien la Haute-Gaspésie. Je dirais que il y a deux pôles d'action. Comme citoyen, on a notre action individuelle qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'on peut être comme consommateur. Qu'est-ce qu'on consomme comme outil numérique? Est-ce qu'on a pris le temps de chercher des alternatives à Facebook? C'est extrêmement difficile. Là, moi, je l'ai fait. Je ne suis pas encore capable de complètement quitter Facebook. J'ai un espèce d'énorme réseau là-dessus. Mais comme consommateur, est-ce qu'on serait au rendez-vous s'il y avait un outil canadien de réseau social qui sortait? Donc, nous sommes des consommateurs et on peut choisir qu'est-ce qu'on achète. On peut choisir de faire ou de ne pas faire notre petite figurine avec mémoire ouverte ou mémoire fermée. La plupart des gens ne savent pas que tu peux fermer l'option mémoire. On aime ça, prendre des photos de nous, avoir des générations de nous dans l'ancien temps, de nous dans l'avenir, de nous comme cowgirl, de nous comme toutes sortes d'affaires, comme princesse. Mais c'est ça, il y a quelqu'un qui est en train de prendre votre photo. Votre photo s'en va soit aux États-Unis, en Israël, ça développe des outils de détection faciale. Donc, il faut quand même prendre conscience de à qui on donne nos données comme consommateurs. L'autre élément, c'est qu'on est des citoyens politiques, on vote. Est-ce que notre représentant, notre élu est au courant des enjeux? Est-ce qu'il comprend les enjeux? Puis est-ce qu'il y a une vision qui va au-delà des 4 prochaines années? Ça, je trouve que c'est extrêmement important. Moi, j'ai parlé avec beaucoup d'élus qui ne comprennent absolument rien aux enjeux de l'IA, donc sont très susceptibles à croire des personnes qui vont les approcher en faisant du lobbying pour leur entreprise. Google, Microsoft et compagnie, Meta, ils ont des outils de lobbying très puissants, très créatifs. On les retrouve partout en train de convaincre les élus de poser tel ou tel geste ou de voter en faveur de telle ou telle chose, de définir l'IA d'une telle façon ou d'une telle façon pour que ça les avantage. Nos élus, à qui est-ce qu'ils ont parlé récemment pour s'éduquer, pour mieux comprendre les vraies implications de l'IA, l'impact sur la cyber-résilience, pas juste la cybersécurité, mais la cyber-résilience. Donc, comme citoyen, je suis consommatrice et je vote. Puis quand je vote, j'exige que mon élu soit plus au courant. Moi, je l'ai rencontrée, c'est Mme Mendez dans mon quartier, qui a été réélue récemment. Elle m'a fait venir dans son bureau, pas après que DALL-E soit sorti en 2022. Elle m'a fait venir dans son bureau en 2021. Donc, moi, je dirais aux citoyens, aux entrepreneurs, les entrepreneurs sont des papas, des mamans, des sœurs, des frères, des tantes. Ce sont des citoyens qui votent et qui achètent. Notre premier rôle à la base, dans le fond, c'est d'être citoyen, puis de continuer de s'engager dans une conversation constructive par rapport à l'intelligence artificielle. Moi, je parle beaucoup d'agentivité humaine. Face à l'intelligence artificielle, l'agentivité humaine, c'est notre pouvoir sentir en contrôle, d'influencer, d'avoir de l'impact.
c'est comme l'équivalent du empowerment. Puis à chaque fois que je t'écoute, Valentine, je me sens, oui, mon agentivité humaine, là, ma métrique, elle est au plus haut. Puis c'est ce que tu es en train de nous dire là, aux gens qui nous écoutent IA Québec, c'est vous avez un pouvoir, puis pas seulement comme entrepreneur, mais vous êtes chacun des citoyens. J'aurais envie de t'offrir une dernière minute à ce balado je pense qu'on aurait pu continuer vraiment longtemps. Puis ensuite, Luc, je te vois réagir, puis je veux vraiment je pense te laisser... à l'entrepreneur, justement. Oui, je suis Luc, vraiment aux entrepreneurs qui nous écoutent, pour eux aussi, là, tes conseils dans ta minute, là, tes conseils pour leur permettre d'être des bons utilisateurs responsables, des bons agents, mais d'un point de vue de la PME. Du point de vue de la PME, oui, mais je vais donner peut-être... j'ai essayé d'en donner pendant qu'on parlait. Dans le moment, je dirais que on parle de peur, on parle d'agentivité. Des fois, avoir juste assez peur pour être capable de prendre action, c'est important. D'être juste assez fâché, pas pour être agressif, violent, mais pour prendre action, c'est important. Fait que si ce que j'ai dit, ça a fait peur à des PME, des entrepreneurs qui m'écoutent aujourd'hui, bien, tant mieux. Appelez-nous. Et prenez action. Parce que je pense qu'il y a des mesures concrètes qu'on peut mettre en place dans une première phase pour limiter les risques. Ensuite, on peut regarder à des étapes subséquentes, mettre en place des fiducies, développer des bases de données qu'on choisit, puis qu'on entraîne, puis qui ont une bonne qualité, puis qui servent à la société, qui servent à notre entreprise, qui servent à l'économie canadienne, puis avec nos partenaires internationaux, développer des nouveaux modèles d'affaires. Je pense que c'est vraiment extrêmement important. Donc, pour les entreprises, je dirais que la zone d'action, elle est là. Moi, les entreprises que je connais en Gaspésie, puis les entrepreneurs que je connais en général autour de moi, c'est des gens qui veulent contribuer à la société. Donc, d'adopter l'IA de façon responsable, c'est vraiment la chose la plus importante à faire. Le projet de loi C-27 n'a pas fonctionné. Là, on est à l'heure des politiques internes dans l'entreprise. Votre rôle est extrêmement, extrêmement important. Pour clore aussi rapidement, mon OBNL, c'est sûr que, tu sais, si on va sur le site web, vous allez voir, j'ai mis un beau message d'accueil juste pour clarifier un peu le lien entre les arts et l'entrepreneuriat et la société, la désinformation, la cyber-résilience. Qu'est-ce qu'on fait en allant de l'avant? Des fois, moi, j'ai peur qu'on ait trop peur comme société. On a dépassé le seuil de la crainte pour être capable d'adopter de façon responsable, puis qu'on va, au contraire, dire « OK, moi, j'accepte la solution toute faite. Là. Microsoft me dit qu'ils vont protéger la sécurité de mes données, alors c'est correct. Je vais juste prendre ça comme solution parce que c'est plus simple, puis je ne sais plus quoi faire. » Je pense qu'on prend une grande respiration. On est capable au Canada. On a un écosystème d'IA incroyable. L'Alliance Impact, on a un réseau local, national, international, d'experts, tant au niveau technologique qu'au niveau de l'éthique. Donc, tu sais, contactez-nous, mettez en place des projets, répondez à l'appel du MEI. Je pense que ça serait ça, tu sais, le pas d'action. Puis pour les citoyens puis les entreprises dans le secteur culturel qui nous écoutent, ou, tu sais, les entrepreneurs qui ont aussi, des fois, souvent un côté artiste puis qui veulent venir comprendre un peu plus les enjeux dans le secteur culturel ou dans le domaine politique, venez à l'intervention de l'ATSA. Là, il y a ton atelier aussi sur démystifier le vrai du faux. Et un autre sur la sobriété numérique pour les gens qui sont, avec raison, très inquiets au niveau des impacts environnementaux. Et mon atelier pour qu'on puisse démystifier ensemble qu'est-ce que ça veut dire vraiment souveraineté numérique, puis c'est quoi notre pouvoir d'action à chacune des différentes étapes. L'Union des artistes organise un gros sommet aussi au mois de juin où je serai pour parler du droit des artistes, la rémunération, puis c'est quoi les différentes façons là, de protéger nos artistes, notre culture canadienne, parce qu'on parlait tantôt de souveraineté culturelle. Oui. Si on ne paye pas nos artistes, on n'a pas de souveraineté culturelle. C'est quelque chose qui touche beaucoup, Luc, effectivement. On fera un épisode là-dessus. C'est sûr et certain. Absolument. Puis, Luc, si tu as quelques mots de la fin là, à dire. Bien, j'apprécie beaucoup comment Valentine nous a... en fait, on a parlé d'éthique sans nommer l'éthique, et ça me...
je suis ravi de ça parce qu'on a parlé d'utiliser des technologies en lien avec nos valeurs. On a parlé de souveraineté, c'est-à-dire de savoir qui a accès à nos données, puis pour faire quoi, d'être capable d'avoir un certain contrôle pour faire les bonnes choses. Puis on a parlé d'impact. Qu'est-ce que les défauts des technologies ont comme impact sur les gens? Est-ce que est-ce que c'est en lien avec nos valeurs? Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et l'aspect c'est la première fois qu'on me dit qu'il faut développer des nouveaux modèles d'affaires. Ça, je trouve ça innovant parce que c'est de se dire comment des communautés peuvent valoriser leurs données pour se créer de l'utilité pour eux, de façon contrôlée et responsable, mais en plus pour créer de la richesse et leur permettre de se développer dans des endroits où ils en ont bien besoin, plutôt que d'en être les victimes. Donc là, j'ai trouvé ça. Et finalement, la phrase qui me séduit de dire « J'espère que vous avez assez peur pour prendre action. » Oui. Ça, épisode, hein? c'est une conclusion importante. Oui, mais vraiment, merci beaucoup. Puis merci à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute d'un nouvel épisode IA Québec par le Conseil de l'innovation. On était avec la fabuleuse Valentine Godard, avocate, artiste, fondatrice et aussi PDG de Alliance Impact IA. Merci encore, Valentine. Merci à vous deux. Merci. Merci beaucoup.